Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, je reçois Fabien Bette. Bonjour Fabien. Bonjour Alice. Fabien, est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Je suis aujourd'hui CEO d'une start-up qui s'appelle Moodoo. Et dans le passé, j'ai d'abord commencé à travailler pendant 16 ans pour Airbus Defence and Space dans un domaine plutôt technique, l'assemblage, le test et le lancement de satellites de télécommunications. J'ai vécu plusieurs expatriations qui vont être importantes dans mon parcours professionnel aux États-Unis, en Corée du Sud. Puis j'ai pris 2 ans en congé sabbatique au Maroc avec mon épouse et nos enfants, où là on a créé 2 boîtes en fait, 2 premières sociétés. La première c'était un riad, une maison d'hôtes, et puis moi j'ai monté une première boîte de conseil. Puis on est revenu en France et j'ai décidé de quitter le spatial et de me lancer dans l'entrepreneuriat en montant une première société de coaching et de conseil. Donc je me suis formé au métier de coach professionnel dans tout ce qui va être dynamique d'équipe, cohésion, relations interpersonnelles, donc accompagner les équipes et les entreprises à s'aligner, je dirais, sur un même objectif. Et je me suis formé aussi en management et stratégie de l'innovation à l'ESSEC à Paris. Et j'ai fait ce job-là, je dirais, pendant 6 ans de coach et consultant, mais j'avais dans ma petite tête, accompagner les équipes, c'est bien, accompagner l'innovation, c'est bien, conseiller, booster, mais j'avais envie de créer ma propre innovation. Et donc, depuis 5-6 ans, je réfléchissais à un projet de création de start-up avec je dirais une première brique, un concept, et puis petit à petit, un premier niveau de produit-service. Voilà mon parcours professionnel globalement. Sinon, marié, 2 enfants et toulousain, et je ne peux pas cacher mon accent. Voilà. Merci beaucoup Fabien. Alors je peux vous dire que c'est en version vraiment très très accélérée parce que tu as vraiment eu 1001 vies. De ton parcours en tant que coach en projet d'innovation, qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce qui faisait que tu étais différent des autres coachs? Alors, je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est né quand j'étais encore chez Airbus Defence and Space en tant que salarié, où j'avais fait un benchmark de plus de 40 structures, sociétés de coaching, de conseil, d'accompagnement en innovation. Et j'avais assez vite identifié que parmi les partenaires avec lesquels on pourrait travailler avec Airbus DS, c'était dans le contexte d'une recherche pour l'innovation notamment. J'avais assez rapidement identifié que ceux qui me semblaient faire la différence étaient ceux qui avaient une capacité de comprendre techniquement les choses, qui avaient la capacité d'accompagner l'humain, c'est-à-dire les équipes, dans les projets de changement, les projets d'innovation, où au fond on fait face en permanence à l'incertitude, puisque par définition on travaille sur quelque chose qui est nouveau, donc on ne sait pas, on doit gérer l'incertitude au quotidien et dans la durée. Et ceux qui avaient la connaissance de ce que c'est que l'innovation dans sa spécificité, qui est par exemple très différente de gérer des projets de maintenance, clairement. Et donc, je pense que là où j'ai eu une spécificité qui fait que j'ai eu plutôt un succès en tant que coach et consultant en innovation, c'est cette capacité à appréhender le technique, accompagner l'humain et accompagner l'incertitude et le côté business de l'innovation. Voilà. Dans l'incertitude, il y a des choses qui font assez peur parce que c'est ce que l'on ne sait pas. En tant que coach, Ouais. comment est-ce que tu aidais les équipes à transformer ces incertitudes en opportunités, en nouvelles connaissances? Il me revient une situation où globalement tout le monde dans une équipe avait sa certitude que la solution, la meilleure voie était la voie A ou alors la voie B ou la voie C, et puis en gros globalement chacun avait sa voie. Je pense que j'aimais bien utiliser cette symbolique des Indiens Aymara, qui en fait dans ils ont une particularité, c'est pas les seuls dans le monde, mais ils sont presque les seuls, je dirais, en fait, quand ils parlent du futur, de façon non verbale, ils montrent leur dos avec leurs mains. Alors, c'est pas facile, là, juste en version audio, mais globalement, au lieu de pointer le futur devant, ils le pointent dans leur dos.
Et ils disent, au fond, seul le présent, c'est-à-dire ce que je vois à un instant T, et mon passé, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ma mémoire, dans ma connaissance, dans mon expérience, dans mon chemin de vie, m'est réellement accessible. Ça, j'en ai la certitude. Ce qui s'est passé hier, j'en ai une forme de certitude. Où je suis ici et maintenant, j'en ai une certitude. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y aura demain et qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, ben, ça, c'est dans mon dos et je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de certitude. Et je pense qu'après, pour essayer de le tourner en opportunité, moi, j'aimais bien amener quelque chose de l'ordre du ludique. C'est-à-dire plutôt que d'en faire quelque chose de grave et de lourd, parce qu'on ne sait pas, c'est de dire, bah, on va y aller petit pas, à reculons en fait, et par contre, on y va ensemble. Et c'est donc créer du lien entre les personnes pour qu'ils se sentent pas seuls avec leur propre incertitude, mais plutôt transformer quelques points de conviction individuelle en conviction collective et créer une forme de conviction collective qui permet d'avancer, je dirais, un peu dans le noir, quoi. C'est-à-dire dans l'inconnu, tout simplement. Et je pense que le dernier point qui me vient, c'est de se dire que en avançant dans l'inconnu, à un moment donné, on peut avoir des nouvelles choses qui nous apparaissent, qui deviennent des signaux faibles, des tendances que l'on perçoit au fur et à mesure de notre avancée, une semaine, un mois, 2 mois après avoir pris certaines décisions. Et que ces tendances-là, il faut les voir comme des nouveaux éléments, c'est pas la certitude, mais c'est quelques petits brins de certitude, voilà, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Un peu comme si on mettait petit à petit des pas japonais dans notre dos et on fait un pas en arrière, et en fait, on avance vers le futur. On recule vers le futur. Voilà. Ah, c'est très joli comme image. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du conseil à celui maintenant qui lance sa start-up? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, je pense qu'il y a 2 éléments déclencheurs. Le premier élément déclencheur, je dirais, c'est l'idée. C'est le moment où je vis une situation, j'ai un besoin et, euh, et j'ai une idée de solution. Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui me semble avoir du sens pour moi et qui pourrait potentiellement avoir du sens pour d'autres, évidemment. Parce que si ce n'est que pour moi, autant que je fasse mon idée pour moi et ça suffira. Euh, Ça, je pense que c'est le premier point. Et ce qui va grandir après en second, parce que l'idée, je l'ai eue il y a 6 ans, euh, ce qui va grandir en parallèle de ça, c'est en fait, le manque que je vis au quotidien dans mon métier de coach et de conseil. C'est-à-dire que j'accompagne des équipes dans leurs projets d'innovation ou leurs projets en change management, quand ce n'était pas sur vraiment de l'innovation business avec des nouveaux produits, services ou technologies. Euh, mais globalement, je les accompagne et puis quand j'ai fini de les accompagner, je leur dis au revoir et puis c'est fini. Et en fait, on crée des liens, on crée des relations de confiance et à la fin, on se retrouve un peu seul. Or, les 16 premières années de ma carrière professionnelle dans le monde du spatial, on travaillait énormément en projet, en équipe, et cette dimension d'équipe commençait à me manquer. Donc, j'avais envie de vivre des choses plus de façon collective. Même si je croisais des collectifs au quotidien, j'avais le souhait en fait de m'inscrire dans un collectif dans la durée. Et je dirais le troisième point, c'est que je pense que j'ai un profil aussi de leadership, une forme de leadership que j'avais expérimenté déjà dans le mode de spatial, et je pense que j'avais envie de réunifier les trois, c'est-à-dire euh, l'idée, prendre le lead avec une équipe qui n'est plus celle de mes clients, mais la nôtre, je dirais, et sur un concept, un produit-service petit à petit. Donc, c'est comme ça que ça s'est ancré petit à petit, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous parler de ce concept? Alors, ce concept, oui, je vais en parler avec les mots d'une personne que j'avais interviewée en 2016, où en fait, je lui posais la question suivante. C'était une personne qui travaillait dans les forces de l'ordre.
Et je lui posais la question suivante, c'est est-ce que vous avez déjà eu des émotions dans votre contexte professionnel? Et la personne me répond bien évidemment que oui. Et je lui dis aujourd'hui, comment vous faites pour gérer vos émotions? C'est-à-dire comment vous faites un peu pour apprendre à la percevoir, à la gérer et non pas à surréagir ou ne pas réagir du tout. Comment vous gérez cet aspect émotionnel dans votre métier? Et la personne m'avait répondu cette phrase qui m'est restée longtemps, qui est globalement aujourd'hui, sur l'instant, sur le moment, ben, je fais mon maximum pour serrer les dents et ne pas réagir ou surréagir. Et après coup, je vais taper sur une punching ball. Je vais me défouler, dans le fond. Et il m'avait dit, si je pouvais avoir quelque chose dans l'instant présent qui me permette d'exprimer mon ressenti sur mes émotions, sur quelque chose plutôt que sur quelqu'un, c'est ça qui m'aiderait au quotidien. Et globalement, en fait, notre startup donc, qui s'appelle Moodoo, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire mettre différents types de supports médias qui vont permettre à des utilisateurs dans différents types d'usages d'exprimer de façon spontanée, déclarative, leur ressenti émotionnel dans l'instant présent et petit à petit suivre leur évolution de leur baromètre émotionnel pour l'individu, qui puisse mieux apprendre à se comprendre, mais aussi de suivre un baromètre émotionnel d'un collectif. Ça peut être une équipe au sein d'une entreprise, ça peut être un club de supporters d'une équipe de foot, par exemple, et on a différents types d'usages pour notre qui permet de décliner, je dirais, notre concept, d'exprimer les émotions en temps réel sur quelque chose plutôt que sur quelqu'un. Peut-être un petit point spécifique, c'est qu'on met un point d'honneur à être dans une éthique, c'est-à-dire que seul l'individu aura accès à ses propres données émotionnelles, ni les autres personnes, utilisateurs, ni nous, nous pouvons avoir accès aux données émotionnelles individuelles qui nous sont confiées. C'est de l'ordre de l'intime. Donc, d'un point de vue RGPD, je suis assez strict là-dessus. Voilà. Quelles sont les incertitudes que tu as eues quand tu as démarré ce projet? La première, j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est au fond, est-ce que je suis le seul utilisateur potentiel de ce concept-là ou est-ce qu'en fait, il y aurait d'autres personnes qui en auraient le besoin? Ça, c'était la première incertitude. Enfin, est-ce que ça ne regarde que moi ou pas? Ça, c'est vraiment la première. Et pour lever cette incertitude-là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai réalisé des protos, des maquettes, des protos, des versions fonctionnelles, comme disent les anglo-saxons, don't worry, be crappy. Au fond, faire quelque chose qui fonctionne pour essayer de valider si effectivement il y a une valeur ajoutée à cette solution-là. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai fait et dans différents cas d'usage, différents marchés, je dirais. Mais c'est celle-là la première incertitude que j'ai eue. Je pense que la seconde qui me vient de suite, c'est la projection que je faisais de ce projet-là, et que je fais toujours d'ailleurs. C'est une projection, je dirais, assez ambitieuse. Aujourd'hui, on est 4 cofondateurs et on est ambitieux. Et la grande question, c'est est-ce que je vais être capable de est-ce que je vais arriver à faire face? Nous, en coaching, on parle de métapeur. Est-ce que je vais arriver à faire face à tout ce que ça peut générer? Et globalement, ça, c'est une peur face à l'inconnu de tout ce que ça peut générer. Et je suis arrivé petit à petit. Alors ça, c'est pas fait d'un coup, mais petit à petit à la conclusion que on verra quand j'y serai en fait. Au lieu de me mettre face à la montagne qu'il va falloir gravir sur les 10 prochaines années, mais c'est plutôt de se dire on va y aller jour après jour, quoi. Embaucher quelqu'un, faire un BP quand on n'en a jamais fait, créer les statuts, les pactes d'actionnaires, etc., etc. C'est tout un tas de choses que auxquelles je n'avais jamais fait face dans mon passé. Ça faisait peur et c'était l'incertitude. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Tu as le rôle de CEO. Comment est-ce qu'avec tes autres cofondateurs, vous vous êtes répartis les rôles et comment tu as choisi ce rôle-là aussi? Alors, donc on est 4 cofondateurs. En fait, on a
deux personnes, Pierre et Philippe, qui s'occupent chacune d'un domaine de marché. Donc, Philippe est quelqu'un qui a une grosse expérience dans le monde du sport, qui travaillait dans de grandes instances au niveau du sport, donc qui voilà, connaît le sport business, et Pierre qui, lui, a une grande expérience du monde des entreprises. Et on a deux solutions, une est pour le sport et l'autre est pour le monde de l'entreprise. À destination dans le sport du fan engagement, donc vraiment des supporters, spectateurs, téléspectateurs, et dans l'entreprise à destination des employés, des managers, des ressources humaines sur le côté améliorer la qualité de vie au travail, faire de la prévention des risques psychosociaux et puis améliorer la performance individuelle et collective de chacun et des équipes. Donc, globalement, c'est deux grands marchés, un porteur de marché, un head of sport et un head of pro. Et ensuite, Sébastien, lui, est quelqu'un qui a une grosse expérience dans le monde de la communication digitale, le design. C'est aussi un designer. Il a déjà monté 3 entreprises. Pierre aussi a déjà monté pas mal d'entreprises. Et Philippe, pareil. Donc, on est tous je dirais, des serial entrepreneurs. Je ne vais pas dire serial start-upers, ça c'est faux. Et donc, Sébastien, lui, est en transverse. Il est vraiment en transverse sur le regard du design et de la com. Là, je peux dire que je me suis assez inspiré du modèle de Jonathan Ive de chez Apple, sur le côté design et identité de la marque, identité des produits et des services. Pourquoi moi, en tant que CEO, en fait, la question, je pense que moi, j'en avais le souhait, clairement. Et vis-à-vis des 4 cofondateurs que nous sommes, il y avait enfin, ça a été clarifié, explicité, comme quoi c'était une forme non pas de certitude, mais de conviction, comme quoi c'est moi qui devais prendre le rôle. Moi, j'en avais plutôt le souhait aussi. Et puis en me disant, j'aurai ce rôle-là jusqu'au jour où, à un moment donné, si je deviens la propre limite de la structure, pour le développement de la structure, il faudra que je passe la main à quelqu'un qui est capable de l'amener plus loin, tout simplement. Voilà. D'où perte de contrôle, au fond, et délégation du contrôle, mais ça devient, si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes dit, allez, on fait un truc tous ensemble? Alors, Sébastien, il connaît le projet depuis 2016. La genèse du projet, elle est en 2013 dans ma tête. En 2016, j'apprends que Facebook décide de mettre en place des émoticônes sur le réseau social que nous connaissons tous. Mais c'était en 2016, février 2016. Et moi, ça me met un gros signal qui me dit il faut que tu fasses quelque chose avec ce projet que tu as en tête. Et donc, c'est à partir de mars 2016 que je commence par un Startup Weekend. Et quand je rentre de ce Startup Weekend, où j'ai rencontré, je suis allé sur le terrain, moi, rencontrer des utilisateurs potentiels. Et en fait, ça se finit le dimanche soir et le mercredi, je vais à une réunion d'un club d'affaires avec d'autres entrepreneurs où Sébastien est présent. Et en fait, Sébastien entend parler du projet, m'entend en parler et dit ce projet, j'aimerais bien en être. Et c'est 3 ans plus tard que je recontacte Sébastien, avec qui j'étais toujours plus ou moins en contact, et je lui dis est-ce que tu veux être cofondé Moodoo avec moi? Et donc ça, c'était en 2019, octobre 2019. À partir de 2020, en fait, l'année dernière, il y a 1 an, quasi jour pour jour, en fait, on se met à 100% sur le projet au moment du confinement. C'est-à-dire qu'au fond, l'incertitude complète qui tombe à ce moment-là, c'est-à-dire que moi, toutes mes missions de coaching, de conseil, du jour au lendemain s'arrêtent. Et en fait, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait à ce moment-là, c'est me mettre à 100% sur ce projet d'innovation. Et en plus, je suis pas tout seul, j'ai Sébastien qui m'a rejoint et on a 2 développeurs informatiques qui nous rejoignent. Et on commence à monter une équipe. Pierre nous rejoint, je pense que c'est en avril 2020, en tant que cofondateur et conquis par le projet. Et quand on savait qu'on devait aller dans le monde du sport et il nous manquait une compétence, une expérience dans le sport business, et en fait, Philippe est
est une personne qu'on va croiser de façon assez fortuite sur les réseaux sociaux et avec qui on a pas mal d'échanges et qui décide de rejoindre l'aventure avec nous. Et c'est comme ça que nous créons la startup. Voilà. C'est une belle histoire. C'est super. Et si aujourd'hui, voilà, moi je suis responsable des ressources humaines de mon entreprise, j'ai besoin d'avoir voilà le pouls de mon équipe. Comment est-ce que je fais pour souscrire à une offre? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Tout simplement, ça va être un tarif par utilisateur. Donc, ça peut être toutes les personnes de l'entreprise. Évidemment, le tarif va dépendre, c'est un tarif mensuel à l'utilisateur et ça va dépendre du nombre d'utilisateurs. Ce qui est important, c'est qu'il existe déjà quand même de partager que sur ce produit-service-là, par exemple, il existe déjà des solutions. Mais là où nous différencions, c'est que euh, la grande majorité des solutions existantes permettent de sonder une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, ou carrément même si on prend des instituts de sondage assez connus dans tout ce qui est engagement des employés, c'est une fois par an avec un gros questionnaire de 226 questions. J'exagère peut-être sur le nombre de questions. Nous, en fait, on prend un contre-pied en disant c'est notre solution, les utilisateurs vont pouvoir l'utiliser autant de fois qu'ils le souhaitent dans la journée. Donc, c'est spontané, ce n'est pas une obligation une fois par semaine, c'est autant de fois que vous le souhaitez. Ça peut être une fois dans une journée, ça peut être 0 fois, mais ça peut être 10 fois. Tout dépend en fait du vécu émotionnel de chacun des utilisateurs, des individus dans leur journée. Et du coup, on va avoir, c'est quelque chose qui vient un peu du monde du spatial, ça, c'est qu'en fait, on va avoir le pouls, effectivement, mais en temps réel et l'évolution du pouls en temps réel sur la semaine, sur le mois, sur l'année, et faire la corrélation avec un certain nombre d'événements qui peuvent se passer dans l'entreprise, comme la signature d'un contrat, au contraire, le délai de livraison d'un produit ou un retard d'un fournisseur etc., etc. Donc, de corréler un petit peu tout ça et de le corréler aussi avec les grandes fonctions de l'entreprise. Voilà pour la solution et son modèle, c'est un coût individuel mensuel. Et concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que les employés ont tous sur leur téléphone une app et ils vont dire tiens là je suis bien, je suis pas bien et ils vont avoir quoi une notification pour leur dire ah, comment vous vous sentez maintenant ou c'est eux de même qui vont dire tiens maintenant j'ai envie de dire que waouh je me sens bien, là je me sens pas bien. Alors, c'est les deux. C'est pas du ou, c'est du et. C'est-à-dire, oui, effectivement, on aura le système d'avoir une notification peut-être une fois par semaine. Ça peut être aussi des notifications que les gens peuvent accepter ou au contraire dire moi, je ne veux pas de notification. Mais en plus de ça, c'est de façon spontanée. Oui, ils peuvent prendre leur téléphone. Typiquement, en réunion, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au sein de Moodoo. En réunion, nous, on crée une réunion, on se connecte tous sur la réunion et on va pouvoir exprimer son ressenti tout au long d'une réunion. Parce que globalement, dans une réunion, on partage des points de vue, on a des accords, on a des désaccords, on a des accords objectifs et puis des désaccords qui sont parfois objectifs aussi, on a des accords qui sont subjectifs. Et globalement, on sait que la part subjective, au fond, elle regarde un peu que soi. Et il est bon de prendre du recul par rapport à ça. Ben, les gens vont pouvoir l'utiliser en direct et exprimer leur ressenti. Et ce que l'on a testé dans le passé, moi en tant que coach, je l'ai utilisé auprès de plus de 1000 utilisateurs, 50 sociétés, y compris des institutions, donc aussi des équipes du domaine du service public. Ce qu'on a vu, c'est que par exemple, dans les réunions, on gagne environ 33% d'efficacité sur le niveau de coopération, sur la production, c'est-à-dire le nombre de sujets traités dans une réunion, et surtout sur la profondeur du traitement du sujet. C'est-à-dire, globalement, ça permet aussi d'améliorer le processus de décision. Parce qu'on sait que quand on est dans des processus de décision, on a toute une part de subjectivité et parfois de jeux de pouvoir qui peuvent se jouer. Voilà. Est-ce que ça répond suffisamment clairement à ta question, Alice? Ah mais bien sûr, toujours aussi précis dans tes réponses, c'est un plaisir de discuter avec toi, comme toujours. Merci. Et pour finir, où est-ce que tu en es dans le développement de ton entreprise? Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Est-ce que tu veux partager quelques actualités? Oui.
Alors, globalement, on est actuellement dans ce qu'on appelle encore dans le monde des startups la vallée de la mort, c'est-à-dire cette phase de commercialisation et de validation des différents product market fit, pardon pour les anglicismes, mais vraiment valider les preuves de marché et on est en discussion avec pas mal alors des petits comptes, des gros comptes. On a un premier client partenaire qui est le club de handball donc de Toulouse, Phoenix Handball, qui joue en première division et qui aussi est au niveau européen. Plutôt pour les supporters. Et on est en discussion avec différentes entreprises pour la version dont j'ai pu parler plus en détail tout à l'heure sur donc les entreprises sur la partie QVT, risques psychosociaux et engagement, performance individuelle et collective pour faire un pilote et approfondir toute la partie feedback que vont vouloir les équipes et les managers d'équipe. Voilà. On a aussi un gros événement avec qui on discute actuellement pour leur livrer une app dans le sport pour tous les spectateurs et téléspectateurs. Et on est en discussion aussi avec un gros partenaire qui pourrait être un vecteur de distribution et de commercialisation d'une partie de notre produit, je dirais, de nos produits. Voilà. Ah bah c'est formidable d'être arrivé à Il y a avoir autant de... Il y a du monde dans le pipe. C'est ça, c'est super. On arrive au terme de cet entretien, Fabien, et il y a une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes générations pour que notre futur reste désirable? Concentrez votre énergie sur des choses qui vous sont utiles, mais pas que à vous. Et se poser toujours la question éthique. Je pense que il y a deux choses. Il y a la désirabilité telle qu'on en parle en design thinking. Il peut y avoir des choses qui sont désirables mais qui ne sont pas utiles. Mais je pense que dans la version du désirable, j'intègre le côté désirable, c'est-à-dire ça va trouver ses usagers, mais que en plus de ça, ce soit utile à l'usager, mais aussi aux gens qui l'entourent ou aux générations futures, justement, en fait. C'est-à-dire de ne pas penser que à sa génération, mais à penser à la génération future. Et typiquement, dans notre contexte à nous, c'est une question que je me pose assez souvent et que j'ai posée très rapidement à l'équipe pour que tout le monde ait conscience dans l'équipe que le projet sur lequel on travaille va avoir une dimension sociétale importante et que notre souhait, c'est qu'on contribue à quelque chose de positif et de désirable dans le futur et pas quelque chose qui soit contre-productif. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi, Alice. Merci pour ce temps passé ensemble. C'est toujours agréable qu'en fait, répondre à des questions, c'est automatiquement se poser des questions et continuer à avancer dans une recherche de développement et d'amélioration perpétuelle.